Il y a, après, vous l'avez cité, Manu Chevaude, Le genou de Claire, et puis L'amour l'après-midi, et suivent deux films un peu hiératiques, difficiles d'accès, qui n'ont pas forcément très bien marché au moment où ils sont sortis. Je veux parler de La Marquise d'O en 1976 et Perceval le Gallois en 1978 avec Fabrice Lucchini. Fabrice Lucchini qu'on avait d'ailleurs vu déjà dans un petit rôle dans Perceval. Le genou de Claire. Dans Le genou de Claire, oui. Alors, ce sont des films. Est-ce que ce sont des films que vous trouvez très romériens? Est-ce que ce sont des films à part dans la filmographie de Rohmer? Est-ce que ce sont des films qu'il fallait faire? Est-ce que ça l'a pas empêché ensuite de pouvoir continuer à tourner normalement? Ce sont des films à la fois très romériens et tout de même assez à part dans son œuvre. Mais si on a eu la chance d'avoir connu Rohmer comme je l'ai fait, on peut affirmer que ce sont des films profondément romériens. La Marquise d'O, c'est tiré d'une nouvelle classique, romantique d'ailleurs, plutôt de Kleist, Heinrich von Kleist, le grand romantique allemand. Erich Rohmer était un grand connaisseur de la littérature allemande et fortement influencé par le romantisme allemand, justement. Non seulement Kleist, mais Hölderlin, Novalis, enfin, il connaissait tout ça à fond. D'ailleurs, après, au théâtre, il jouera aussi une pièce, il montera une pièce de Kleist, qui est La petite Catherine de Heilbronn. Donc, La Marquise d'O est un film un peu à part. Le sujet en est extravagant. Hein. Il faut être vraiment romantique allemand pour pouvoir l'admettre sans difficulté. C'est la Marquise d'O, qui est une charmante jeune femme, qui se retrouve enceinte un jour. Elle ne sait pas comment, ni pourquoi. Et moi, qui ai quand même un côté cartésien français, et Dieu sait que j'aime le romantisme allemand aussi, et que je le connais un petit peu, mais un jour j'en parlais avec Rohmer et je lui disais, mais tout de même, vous ne trouvez pas que ce postulat de la Marquise d'O pour un public français, c'est un peu difficile à avaler, à faire passer? Je m'étais fait remettre à ma place. Hein. Il me dit, mais non, enfin, Kleist. Je dis, oui, sans doute, quand nous le lisons. Mais à l'écran, quand vous voyez cette belle jeune femme dont la taille s'arrondit tous les jours, sans qu'on sache pourquoi, et elle, la première, moi, je pense que ça va avoir du mal à passer auprès du public français. Sur quel point ça a chopé particulièrement? Je crois le sujet, hein, le postulat... pour un public français volontiers gaulois, et plutôt porté sur la gaudriole, l'histoire de la marquise qui ne sait pas pourquoi elle est enceinte, alors qu'il y a quand même une raison très précise qui lui a échappé dans un moment de distraction, semble-t-il, ça faisait rigoler, ou plutôt s'ennuyer. Est-ce que ça serait forcer un peu les choses que de dire que cette femme qui est enceinte et ne sachant pas pourquoi elle l'est, renvoie à une image virginale chez Rohmer? Ou est-ce que, à votre avis, c'est tout à fait en dehors de la volonté qui a été la sienne? C'est peut-être ce qu'il a retenu dans le sujet. En tout cas, ça serait une erreur d'y voir une image de la Vierge Marie, parce qu'il y a tout de même Kleist au départ. Kleist était un bon parpaillot allemand, donc pour qui la Vierge Marie fait l'effet que ça produit à tous les protestants de bonne souche. Donc, quels étaient les fantasmes personnels? Mais il y avait une dimension puritaine et hyper ascétique chez Erich Rohmer. Ah ben, je pense bien. Écoutez, alors là, nous allons y venir. La véritable matrice de toute l'œuvre de Rohmer, c'est le long métrage qu'on n'a jamais vu, qui semble avoir disparu, dont il avait terminé le tournage. C'est La Comtesse de Ségur, les petites filles modèles. Hein, et je pense que l'idéal féminin de Rohmer, nourri de la vertu de pureté telle qu'on l'enseignait dans le catéchisme catholique de son temps et encore du mien, tout ça, il en trouvait l'incarnation dans ces petites filles modèles de la comtesse de Ségur, et je trouve extraordinairement significatif qu'il ait voulu en faire son premier film, qu'il a attaqué avec des moyens d'amateur
pas l'argent nécessaire, donc tout ça explique l'inachèvement de l'entreprise. Tout de même, le film semble avoir été tourné, il a disparu. J'espère qu'on le retrouve un jour. Hein. Le premier film de Bresson a disparu pendant 40 ans, et puis un jour, à la Cinémathèque, dans une boîte qui avait une autre étiquette, on l'a retrouvé. Peut-être retrouvera-t-on aussi les petites filles modèles. Mais les héroïnes de Rohmer sont toutes plus ou moins des petites filles modèles, même si elles ne sont pas toujours absolument modèles. Elles peuvent être frivoles, comme dans Pauline à la plage, ou La femme de l'aviateur, ou C'est on ça. en parlera d'ailleurs. Sans doute. Mais je pense que le titre emblématique, c'est Les petites filles modèles, hein, effectivement, dans les titres que vous citez ou dans d'autres. Et alors d'ailleurs, nous retrouvons la comtesse de Ségur dans la deuxième grande série de films de Rohmer, qui s'appelle Comédies et Proverbes, car là, je vous rappelle, chers auditeurs, qu'il s'agit aussi d'un titre de notre chère comtesse, car Comédies et Proverbes est un recueil, c'est pas un de ses livres les plus connus, mais c'est un recueil d'une demi-douzaine d'histoires de la comtesse de Ségur. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de ne pas perdre de temps, toujours temps pour lire la comtesse de Ségur. Rohmer a trouvé là-dedans une source d'inspiration, et tout ça n'est pas fortuit. Et d'ailleurs, ça a aussi une incidence sur sa manière, car les connaisseurs, j'espère tout le monde, se rappellent que les livres de la comtesse de Ségur sont des livres entièrement dialogués. Hein, oui. Il n'y a pas de narration, il n'y a pas de récit. Et le cinéma de Rohmer est un cinéaste de dialogue. Et ben voilà. Il avait d'ailleurs écrit un texte très jeune qui s'intitulait « Pour un cinéma parlant ». Hein, donc, qu'il a publié en 1990 dans les cahiers du cinéma, mais qu'il avait écrit très 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 jeune. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup chez Rohmer. Hein. C'est là que je voulais en venir. Le cinéma de Rohmer est un cinéma de la parole, un cinéma du dialogue. Au commencement était le verbe. Oui, si l'on veut, mais au commencement était la comtesse de Ségur, oui, aussi avec ses comédies et proverbes et ses romans dialogués. Comme les films de Rohmer, que beaucoup trouvent un peu bavards aujourd'hui, mais Rohmer était pour un cinéma parlant, comme il l'a écrit. Il disait il est temps de s'apercevoir que le cinéma n'est plus muet, que ça fait 25 ou 30 ans qu'il parle, et que les cinéastes ne savent jamais très bien comment utiliser le dialogue. Alors, après La Marquise d'O, il fait un pari audacieux de tourner Perceval le Gallois, où on parle en octosyllabes, avec des costumes médiévaux extrêmement élaborés et un peu hiératiques et iréniques, on pourrait dire d'une certaine façon, avec un Fabrice Lucchini extrêmement pieux et très, très christique dans sa peau de chevalier, qui n'est pas le chevalier de la gloire, mais le chevalier en Christ, d'une certaine façon. Et là aussi, ça va un petit peu désarçonner un certain nombre de gens qui n'iront pas beaucoup voir le film. Alors là, il y a plusieurs raisons. Les octosyllabes, il faut le préciser, ce que vous avez oublié de faire, c'est dans Chrétien III. Hein, c'est le poème de Chrétien III qu'il a adapté en français moderne ou à peu près moderne pour que tout le monde comprenne, parce que le français du XIIIe siècle, c'est quand même pas une grande commodité. Et les octosyllabes ne sont pas gênants. Ils sont très bien dits par de très bons acteurs, où en effet l'on voit les premières apparitions de Lucchini, d'Ariel Dombal, du Solier aussi. Du Solier, enfin de très bons acteurs qui feront leur chemin et qui se sortent très bien du texte. Donc, c'est une belle histoire, hein, Perceval le Gallois, toujours la quête du Graal qui continue. Moi, je trouve que c'est un poème magnifique. Et je pense que le public l'aurait bien admis. Par contre, ce qui a gêné, ce qui a dérangé, c'est le parti pris plastique du film. Rohmer a adopté pour les costumes et surtout pour les décors une sorte de stylisation... théâtrale. Oui. Scénique. Scénique, oui, mais pas nécessairement au bon sens du terme cette fois. Et à mon avis, ça finit par desservir le film
qui tournait dans des décors vrais, comme il l'a fait si bien dans son dernier film, Les Amours d'Astrée et Céladon, aurait eu beaucoup plus de force, d'impact, qu'il n'en a dans ces espèces de décors qui ne sont pas des miniatures médiévales, même si ça prétend les évoquer, mais de loin, qui sont trop modernes pour de l'ancien et trop anciens pour du contemporain. Et ça, je crois que c'est ce qui a le plus dérangé le public, ce pourquoi, donc, Perceval de Gallois a été le contraire d'un succès, c'est certain. Alors, 1980, La femme de l'aviateur, avec Marie Rivière, Anne-Cécile Meury, dont je sais que vous avez une prédilection pour cette actrice, qu'on reverra chez Rohmer d'ailleurs dans d'autres films. Vous avez évidemment... Alors, si vous permettez, oui, celui-là est typique. Parce que c'est un film que je crois que vous aimez beaucoup. Oui, et d'abord je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup Anne-Laure Meury, en effet, qui est Anne-Laure Meury, qui est une des héroïnes romériennes que je préfère, l'actrice et le personnage. Qu'on retrouvera dans L'ami de mon ami, d'ailleurs. Voilà. Et comme presque toujours chez Rohmer, c'est un homme entre deux femmes, sauf quand c'est une femme entre deux hommes, quand dans Ma nuit chez Maud, par exemple. Mais c'est une situation qu'on retrouve dans Le genou de Claire, où on avait Brialy entre deux femmes, ou deux et demi, même. Enfin, mais enfin, là, c'est l'épure à l'état pur, justement, typique. L'homme, je ne me rappelle plus le nom de l'acteur. Oui, qui n'est pas un acteur très connu d'ailleurs. Non, et puis d'autant plus que je crois qu'il est mort assez vite après. Peu importe, un personnage, la femme de l'aviateur et la jeune fille, la jeune étudiante que le personnage rencontre un jour dans un autobus, un de ces vieux autobus à la plateforme que les vieux Parisiens ont connu, et qu'il la suit, finit par l'aborder. Enfin, bon, je ne vais pas vous raconter le film. Non, d'autant plus, cher Philippe, que nous allons regarder la bande-annonce précisément de La femme de l'aviateur 1980, où vous reconnaîtrez les personnages dont vient de vous parler Philippe Dugues. Je crois que vous avez besoin d'apprendre votre métier. En tout cas, un conseil, ne vous fiez pas comme ça à la première personne venue. Si jamais leur racontez qui vous êtes. Vous ? Bah vous ne le ferez pas. Oh, si. Et pourquoi ? Pour vous embêter. Charmant. Je n'aime pas les flics. Mais je suis pas un flic. Et puis quel mal vous a fait cette femme ? Enfin, c'est incroyable, elle a bien le droit de vivre sa vie. Non. Non, moi, je vais leur dire. Mais non, attendez. Enfin. Mais taisez-vous, ils vont vous entendre, taisez-vous. Moi j'en ai marre, je m'en vais, tiens. Honnêteté de vous faites, si vous vous voyez. Mais enfin, vous pensez bien que je n'allais pas leur parler. J'en sais rien. Non, en fait, je crois pas qu'ils nous aient repérés. J'espère bien. Sinon, votre patron vous ficherait dehors. Quoi ? Bah, le patron de votre boîte, votre agence. Ouais, bah je peux bien vous le dire maintenant. Je vous ai menti. Je ne suis pas détective. Je m'en doute. C'est votre truc pour draguer les filles. Sinon, je vous aurais pas embêté comme ça. Non, écoute. Oh, je peux bien Bah, t'embrasser. tu m'as déjà embrassé 36 fois. Si je me laisse attendrir, on va pas en finir. Je suis dans une humeur de chien. Comprends-le. Bon, bah tu dois comprendre que moi aussi, je suis en droit de demander des explications. Explication de quoi? Tu m'espionnes, il faudrait que je te rende des comptes. J'ai pas de compte à te rendre. Je suis pas ta femme, et même si je l'étais, je ne l'accepterais pas. J'ai de compte à rendre à personne. J'ai le droit de recevoir ici qui me plaît et quand ça... Voilà, alors vous avez reconnu la jeune fille dont nous parlait justement Philippe Dugues, qui est ravissante. J'espère que vous avez compris mon enthousiasme. Ah oui, voilà, donc c'est un film à vous conseiller, parmi tous les autres films d'ailleurs de Eric Rohmer, La femme de l'aviateur. En 1983 sort un film avec un titre un peu original qui s'intitule Pauline à la plage, avec Ariel Dombal, Amanda Langlais, Féodor Atkin, Pascal Grégory, un film estival, ensoleillé, avec la charmante Ariel Dombal de l'époque et la charmante Amanda Langlais qui à l'époque à l'âge de 15 ans. Alors là, c'est un film, on pourrait dire un marivaudage, hein, un film d'été,
où Rohmer prend plaisir à filmer ses personnages et notamment ses jeunes filles. Rohmer, vous le disiez tout à l'heure, Philippe Dugue aime les jeunes femmes jeunes, fraîches, légères. Les jeunes filles en fleurs. Oui, les jeunes filles qui ont de l'esprit, qui sont belles mais qui ont de l'esprit. Et il les filme avec beaucoup de talent. En 1984, sort un film qui va beaucoup compter, je crois, dans la carrière d'Éric Rohmer, c'est Les Nuits de la pleine lune. Film où, d'une certaine façon, Éric Rohmer rompt un peu avec le ton habituel qui est le sien et montre une certaine branchitude parisienne, montre aussi les villes nouvelles. C'est pas tellement, a priori, sa tasse de thé, mais il veut montrer comment est Paris, comment sont les villes nouvelles, et il fait évoluer ses personnages dans ce film. On retrouve Fabrice Lucchini, la jeune Pascale Augier, qui était la fille de Bill Augier et qui décédera peu après, qu'on avait d'ailleurs vu dans Perceval le Gallois, qui occupait un petit rôle. Et dans Les Nuits de la pleine lune, on a affaire, comme dans les autres films de Rohmer d'avant et d'après, à un hymne à la fidélité conjugale, au mariage, avec un dicton champenois qui dit qu'il faut avoir une seule femme et pas deux, sinon on perd sa raison. Et il faut avoir une maison et non pas deux, et sinon on la perd également. Et c'est un film un peu déconcertant parce qu'à la fois esthétiquement, pas tout à fait dans la veine romérienne et en même temps très romérien dans le message que Rohmer veut faire passer. Très romérien, le sujet et les situations du moins est très proche de celle de L'amour l'après-midi. Hein, c'est un peu le même thème, mais là pour une fois, après cette période Marivaux que vous avez très bien fait de souligner et qui illustre Pauline à la plage, Un beau mariage et un ou deux autres, c'est une tonalité différente. Et le sujet principal, cette fois, pour moi, c'est ni le mariage ni l'amour, mais c'est l'urbanisme. C'est un des grands sujets de préoccupation d'Éric Rohmer. Et je me souviens d'une époque, d'une interview de lui quelques années après que je l'ai bien connu, où l'intervieweur le taquinait, le questionnait sur la politique. Il disait « mais vous m'ennuyez, il n'y a pas que la politique, il y a des tas de choses bien plus importantes. L'urbanisme, disait-il, l'architecture des villes qu'on est en train de nous construire, voilà un sujet ». Et il débouchait en plein sur ce qu'on n'appelait pas encore l'écologie, mais qui était déjà le souci écologique tel que le ressentaient de bons esprits, et généralement de bons esprits de droite. Car, alors on va y revenir. Il avait d'ailleurs fait un film en 1966 qui s'appelait « Les Métamorphoses du paysage », où il dressait un réquisitoire assez subtil contre la modernité technicienne, la modernité urbanistique et l'envahissement de la ville à la campagne, et montrait en quoi la campagne pouvait se préserver des affres de la ville, mais malheureusement était de plus en plus envahie par cette ville même, et cette ville qui devenait de plus en plus tentaculaire et de plus en plus invivable. Même si Rohmer a beaucoup tourné quand même dans les villes. Il y a un film, évidemment, dont il faut parler parce que c'est un film qui se déroule, lui, plutôt à la campagne. C'est L'Art, le maire et la médiathèque, qui va être un film, alors là, pour le coup, un plaidoyer en faveur de l'écologie enracinée, d'une écologie traditionnelle, d'une écologie de droite, contre le côté socialo, bobo, gaucho, d'une certaine écologie postmoderne. L'arbre, le maire et la médiathèque est un véritable régal. Hein, et pour ma part, je pense qu'après Manu Chemaud, c'est le film de Rohmer que je préfère. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Antoine Debec, son biographe, me disait récemment dans une émission de radio que lui aussi, c'était là, pour lui, c'était le film de Rohmer qu'il préférait. Or, c'est un film profondément réactionnaire. Alors là, pour le coup, où les personnages qui sont très typés, il y a le maire socialiste féru d'écologie, Pascal Grégory, il y a la jeune journaliste branchée, bobo, pré-bobo, et tout ce que vous voudrez. Ariel Dombal. Ariel Dombal, sublime, là, son génie au zénith, c'est le cas
de le dire. Parce qu'après... Elle joue son vrai rôle, d'une certaine façon. Elle joue son vrai rôle avant qu'elle devienne sa propre caricature. Oui, et oui, c'est oui. pour ça que c'est intéressant. Et puis, deux autres personnages... Et puis Fabrice Lucchini, le rôle de l'instituteur écologiste, et alors voilà, alors Lucchini... qui est éblouissant. Lui aussi au sommet de son génie, oui, hein, qui... C'est une sorte d'écolo réac, oui. Oui. anti-moderne, assumé, Absolument. cultivé. Absolument. Il est furieux parce que pour construire la médiathèque, il va falloir abattre un chêne centenaire magnifique qui est la fierté du village. Et alors il a une sortie impayable qui me fait rire encore quand j'y repense. Il dit, qu'est-ce qu'ils vont mettre après ? Des prunus. On va mettre là des prunus. Et il y a une sortie contre les prunus qui évidemment traduit la pensée de Romer sur l'aménagement urbain de toutes les petites villes ou des villages de France, où en effet on abat des arbres magnifiques pour mettre à la place des végétations ridicules dont le prunus n'est qu'un symbole, mais un symbole bien choisi, je trouve en effet. Le nombre de ronds-points qu'on a construits sortis des villages et qu'on a gâchés par des plantations de ce type. Tout ceci fait de L'Arbre, le maire et la médiathèque, qui est en même temps un film tout à fait d'actualité en cette période de campagne municipale, où l'on voit les soucis d'un maire de petit village, ce qu'il faut faire pour plaire à son électorat, notamment une médiathèque. On ne sait absolument pas ce qu'une médiathèque va venir faire. Et petite à cet anecdote endroit. intéressante et amusante, on voit au tout début du film Jean Parvulesco, qui était un bon ami d'Éric Rohmer, qui tient son propre rôle, en quelque sorte, un rôle d'un homme d'extrême droite, un peu conspirationniste et mystagogue, qui a une interprétation très, très différente de l'interprétation classique de François Mitterrand, puisqu'il dit qu'en gros, François Mitterrand était d'extrême droite. Et en face, vous avez François-Marie Bagné, dont on a entendu parler il y a quelques années, et qui se trouve être le contradicteur de gauche de Jean Parvulesco. C'est aussi les petits clins d'yeux d'Éric Rohmer. Oui, François-Marie Bagné, qui a soutiré, chacun le sait aujourd'hui, des centaines de millions à Madame Bettencourt, et qui, curieusement, gravite un moment dans l'entourage de Rohmer, qui l'utilise dans 2 ou 3 films. Mais il était très proche de Pascal Grégory. Voilà, Donc oui, ça explique bien des choses. Ce sont des proximités, oui, qu'on n'est pas censé connaître, en effet. Alors, il y a 4 contes, on est obligé d'aller vite, Philippe Dugue, 4 contes qui vont suivre. Conte d'été 1996, qui est un bon Rohmer. Les contes des 4 saisons. Les contes des 4 saisons. Voilà. Alors, dans le désordre, hein, conte d'été, conte de printemps, conte d'hiver et conte d'automne. Conte d'été, on retrouve Amanda Langlais. Ce sont les débuts de Melville Poupeau. C'est un film ensoleillé qui ressemble à certains égards à Pauline à la plage, mais avec peut-être des dialogues un peu plus élaborés encore. C'est un film assez adolescentiste, mais au bon sens du terme, très frais, qui se passe à Dinard. Voilà, Dinard est merveilleusement montré comme on ne l'a jamais vu au cinéma. Ça, pour moi, c'est le point fort du film. Et puis, vous avez encore là aussi un retour aux préoccupations écologistes d'Éric Rohmer dans Conte d'automne, voilà. Où il réitère ses positions en faveur de l'écologie contre la frénésie productiviste et consumériste de la modernité tardive. Oui, et pour cette raison, et pour la beauté plastique du film et les paysages merveilleux... Et oui, même l'intrigue sentimentale, aussi, mais enfin... qu'on retrouve toujours d'ailleurs chez Rohmer. Conte d'automne est probablement celui des 4 que je préfère et que je trouve le plus abouti. C'est le dernier d'ailleurs. Le plus réussi, et c'est le dernier, oui. C'est le quatrième. Il y a une courbe ascendante. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, après, il va s'engager et revenir à des films historiques. Il fait L'Anglaise et le Duc en 2001, où là, ça n'est plus de l'écologie dont il parle, c'est de la royauté, de la monarchie et de Louis XVI. Et il prend parti, là aussi, fait et cause pour une espionne contre-révolutionnaire, ou en tout cas une espionne qui n'est pas d'accord avec la vulgate des partisans de la Révolution au moment de la Terreur, et qui est une confidente de Philippe Égalité,
qui se conduira particulièrement mal et avec qui elle aura des mots pendant cette histoire. Oui, en fait, c'est un personnage historique fort connu, en tout cas des historiens et même des amateurs d'histoire à une certaine époque. Madame Elliot, dont les mémoires ont été publiées en France vers le début du XIXe siècle. Madame Elliot était la maîtresse du duc d'Orléans, le regrettable Philippe Égalité. Et c'est la Révolution... Sublimement interprété par Jean-Claude Dreyfus, d'ailleurs. Bien le dire. Il est bien, oui, non, c'est vrai. Et il est surtout bien ignoble. Il est aussi antipathique que son modèle. Oui, non, c'est une bonne interprétation. Vous avez raison. Et Madame Elliot est interprétée par une actrice anglaise, Lucy Roussel, je crois, qui est très bien aussi. Le film est agréablement contre-révolutionnaire, c'est sûr et certain. Alors là aussi, il y a quelque chose qui l'a desservi, et dans mon esprit, comme dans celui du grand public, également les recherches plastiques et décoratives de Rohmer, qui a, comment expliquer ça, dire, remplacer des décors en dur, des décors construits, par des peintures ou des dessins en 2 dimensions. Et par du numérique. Et voilà. Et c'est extrêmement déplaisant. C'est très déplaisant parce que je pense qu'aujourd'hui, ce serait mieux, car le numérique a fait énormément de progrès et son utilisation dans le cinéma passe beaucoup mieux. Mais à l'époque, c'est maladroit et c'est en dissonance avec le sujet, le cadre du film. Ça n'a rien à envier au carton-pâte d'Hollywood. Il y a un côté vraiment artificiel. Oui, oui, c'est même plutôt mauvais Walt Disney. Enfin, ouais. À mon avis, c'est la plus grave erreur de Rohmer dans un de ses films. Et c'est dommage parce que le scénario était réjouissant et il y avait quelques bonnes vérités sur la Révolution française. Mais ça a nui au succès du film. Le film est un film de critique de la terreur, du génocide de la terreur, du génocide vendéen et des génocides qui se sont perpétrés à ce moment-là. Mais dans les cahiers du cinéma, à l'époque, Rohmer disait « Je ne m'en tiens pas uniquement à la critique de la terreur comme je le fais dans mon film, je suis un critique de la Révolution française et de ses principes, et je suis royaliste, et pas un royaliste simplement un royaliste superficiel, un royaliste qui lave plus blanc, un royaliste de principe, un royaliste de tradition. » Alors, c'est peut-être le moment de rappeler que Rohmer avait eu un professeur de philosophie en 1941 à Clermont-Ferrand, qui n'était autre que Pierre Boutan. Eh oui, qu'il a bien connu, le fondateur de la Nation française. Absolument. Journal auquel vous avez collaboré d'ailleurs. Ah oui, j'ai passé 5 ans très enrichissants dans le proche entourage de Pierre Boutan à la Nation française. Et c'est l'époque où j'écrivais aussi au Cahier du cinéma, et j'ignorais que Rohmer avait été l'élève de Boutan. Et un jour, Rohmer m'avait pris à part discrètement, il m'avait dit « Est-ce que vous ne croyez pas qu'on pourrait instaurer un échange entre la Nation française et les Cahiers du cinéma ?» Moi, je tombais du ciel parce que j'ignorais tout ce passé compromettant d'Éric Rohmer, mais je n'attendais que ça, j'étais ravi. Et effectivement, à partir de ce moment, Rohmer prenait un malin plaisir dans le bureau des Cahiers du cinéma à déployer le journal de Pierre Boutan, très reconnaissable, La Nation française, avec son titre dessiné par le peintre Mathieu. Et si vous regardez bien le sketch de Rohmer, Place de l'Étoile, dans Paris Vue Par, qui était une espèce de manifeste de toute la nouvelle vague, il y a un moment film dans des le années 60, film voilà. sketch des années 60. Voilà, il y a dans le métro un moment un voyageur qui lit largement déployé La Nation française de Pierre Boutan. Oui. Donc, il faut dire que tout ce qui était historiographie royaliste, maurassienne et contre-révolutionnaire était familier à Rohmer, qui avait bien sûr lu Jacques Bainville, Maurras, qu'il connaissait bien, et sans parler de Léon Daudet, certainement, encore que par tempérament, ce n'est pas été le même type. Le rabelaisisme de Daudet n'était pas fait pour l'ascétisme de Rohmer. Non, et il devait se sentir plus à l'aise. 2003, un autre film où là, il ne s'agit plus de la contre-révolution française, mais de la contre-révolution russe, d'une certaine façon. Il s'agit de Triple Agent, film important aussi, beau film d'Éric Rohmer. Qu'est-ce que vous avez à en dire c'est l'avant-dernier film. Hein. Que c'est un film capital parce qu'il montre la France de l'entre-deux-guerres, comme on le fait rarement, très bien.
et au lieu de donner du Front populaire l'imagerie d'Épinal qu'on en donne habituellement, il en montre là une fois de plus une vision assez critique, assez ironique, pas malveillante d'ailleurs. Il y a des aspects qui sont pour lui plutôt sympathiques ou acceptables, ce qui était le cas de quelqu'un comme Brasillac d'ailleurs, qui dans le Front populaire, contrairement aux vrais maurassiens, trouvait de bons côtés. Notamment les congés payés. Les congés payés, les choses qu'on faisait pour la jeunesse, tout ça. Il s'agit en fait de l'affaire Skoblin. Alors, il s'agit de l'affaire exactement. Est-ce que vous pourriez vraiment en une minute nous résumer l'affaire Parce qu'elle est bien, on peut voir le film bien entendu, mais pour donner envie, si j'ose dire, à nos téléspectateurs de regarder le film. Pour l'époque, on disait plutôt l'affaire du général Miller. Oui, du général Miller. C'est le général Miller qui était un émigré russe blanc célèbre. Je pense que ça devait être le grand patron des émigrés russes à Paris à ce moment-là. A disparu un beau jour. Et il a été kidnappé. On a vite conclu que c'était le KGB de l'époque qui devait s'appeler le NKVD, je crois. On a enquêté. On a trouvé qu'il y avait des agents doubles, des traîtres, dont notamment un certain général Skoblin, qui était l'adjoint du général Miller, et qui a joué un rôle assez trouble là-dedans. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'une des actrices du film et scénariste n'est autre que Irène Skoblin, qu'on a vu dans d'autres films de Romer aussi, qui était la nièce du général Skoblin en question. Et tout ça fait un film passionnant, qui malheureusement n'a pas eu grand succès, parce que toute la presse de gauche s'est déchaînée. Là, ils ont ils ont commencé à comprendre à qui ils avaient affaire avec Romer, un contre-révolutionnaire qui devenait dangereux. Après avoir démoli la Révolution française, il démolissait le Front populaire. Il était anticommuniste, il réhabilitait la Russie des tsars. Ça faisait beaucoup. Là, son compte était bon et il était temps qu'il s'arrête. Alors, dernier film de Éric Rohmer en 2006, Les Amours d'Astrée Céladon, film sur la mythologie en quelque sorte, et qui est un film qu'on pourrait qualifier de pagano-chrétien à certains égards, puisque la Trinité est réhabilitée dans un univers druidico-païen. Oui, c'est d'abord un grand film poétique tiré de l'Astrée d'Honoré d'Urfé, qui est un roman de 10 ou 12 000 pages, je ne sais pas, enfin un roman fleuve dont il n'a adapté que quelques épisodes. Situé dans des lieux et des siècles mal déterminés. Nous sommes à la période de transition entre l'Antiquité et le Haut Moyen-Âge, où le paganisme commence à céder la place au christianisme, où les Gaulois sauvages deviennent des Gallo-Romains plus raffinés, qui découvrent justement cette nouvelle religion. Et tout ceci dans un style littéraire et poétique qui est celui des Précieuses du début du XVIIe siècle, puisque d'Urfé était un des auteurs favoris de l'Hôtel de Rambouillet et de ses Précieuses. Et le mélange de tous ces éléments magistralement unifiés, homogénéisés par Éric Rohmer. Transfiguré même, je dirais. Transfiguré et donne un de ses chefs-d'œuvre. Pour moi, c'est un film testamentaire, puisque c'est le dernier, et c'est en même temps peut-être la quintessence de ce qui fait que Éric Rohmer est ce qu'il a été, et toutes les raisons qu'on a de l'admirer, et qui en fait un grand cinéaste, pas comme les autres. Je ne vois pas qui, à part lui, aurait pu faire en France un film d'après l'Astrée d'Honoré d'Urfé. Exigence d'abord, avec Éric Rohmer. Merci Philippe Dugues. En tout cas, si vous voulez vous procurer les DVD, l'intégralité des films de Éric Rohmer, vous pouvez le faire puisqu'ils ont tous été réédités à la fin de l'année dernière. Vous pouvez également vous procurer Friponne de porcelaine, les nouvelles de Éric Rohmer aux éditions Stock, et puis la biographie d'Antoine Debec et de Noël Herp qui s'intitule Éric Rohmer, aux éditions Stock aussi. Voilà, Nos chars vivants, c'était le numéro 2. Merci Philippe Dugues d'avoir été présent avec nous. On sera certainement amené à vous retrouver dans les mêmes studios. Merci Arnaud, avec plaisir. Et nous serons toujours heureux de parler avec vous de cinéma, parce que vous êtes notre monsieur cinéma, l'un des plus grands connaisseurs du cinéma actuel. Et donc c'est toujours un bonheur que de vous avoir présent
auprès de nous. Voilà, on se retrouve dans un mois pour le numéro 3 de Nos chers vivants. Nos chers vivants, c'est fini, mais c'est dans un mois que nous nous retrouvons. Merci.